On va parler résolution de conflits. Il y a des conflits d'intérêt, genre moi j'ai envie de manger une pizza ce midi et toi tu veux un resto chic, comment on fait? Et des conflits de personnes, genre on se crie dessus et tout ça, tout ça. Et quand on parle de résolution de conflits, c'est souvent le conflit de personnes qui est mis en avant. C'est pas le problème de fond, c'est juste parce que les gens n'arrivent plus à être en lien correctement. Donc dans cette vidéo, je vais parler de techniques de résolution de conflits de fond. Mais le plus important, c'est d'abord de pas en arriver à un conflit de personnes aussi fort. Et pour ça, il y a tout ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes. Dans les formations en communication qu'on donne, nous on a remarqué statistiquement que quand les gens nous racontent une difficulté, un conflit de personnes qu'ils ont dans leur couple, ça prend son origine dans le fait qu'ils ont raté un des points fondamentaux au niveau relationnel. Pas dit le fond de ce qu'ils avaient sur le cœur, ils ont laissé traîner, ils n'ont pas écouté les signaux faibles, ou ils ont attendu que leur conjoint devine ce qui se passait pour eux, donc problème d'expression. Ou alors un problème d'écoute. L'autre personne a eu une difficulté, ça, il n'a pas été entendu, alors au bout d'un moment ça finit par péter. Donc là vous retrouvez les compétences qu'on vous propose dans les autres vidéos, à savoir l'expression et l'écoute. Donc voilà, les bases de la résolution de conflits dans le couple, c'est même pas cette vidéo, c'est tout ce qu'on a fait auparavant. Mieux s'exprimer, mieux écouter, même quand c'est dur. Je vais quand même vous filer des billes supplémentaires pour les cas de conflit spécifiquement. Quand on dit conflit, moi je pense tout de suite au conflit armé. Si un conflit armé se résout pas par la force, genre je t'ai écrasé et c'est fini, voilà. Un autre moyen plus sympa de le résoudre, c'est avec des diplomates. C'est des gens qui vont parler plus ou moins courtoisement, de manière beaucoup moins chaude, genre ils vont pas se balancer des missiles sur la tronche en parlant. C'est beaucoup plus à froid en tout cas, pour trouver ensemble une solution. Ça marche mieux que se balancer des missiles, en tout cas pour une solution pacifique, quand on tient à la relation avec l'autre personne. Une des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau conflit dans le couple, c'est quand les deux ont une émotion forte. Parce que quand ils sont qu'un seul, on dit bon écoute, toi t'as une émotion forte, moi ça va, je vais t'écouter, ça on va faire baisser la température, et après on pourra peut-être trouver une solution ensemble. Mais quand c'est les deux, on fait comment? C'est un cas pas beau dans lequel on peut espérer que celui qui se sent le moins mal puisse commencer à écouter l'autre. Ou alors on va attendre un petit peu pour que la température baisse. Quand j'accompagne des couples sur ces sujets-là, des disputes, moi je leur dis, là je vous donne des billes. Et je pense que c'est pas forcément dans les moments où c'est le plus difficile que vous avez réussi à les appliquer. C'est après, quand ça sera un peu décanté. Quand on reparle après une dispute, ce que j'appelle un post-mortem dans le vocabulaire startup, c'est quand votre boîte a coulé et vous posez la question comment j'aurais fait pour faire mieux. C'est un peu pareil, une dispute qui a émergé, qui a éclaté, on n'est pas arrivé à une résolution, on a dû attendre un petit peu et on en reparle après, c'est ça que j'appelle un post-mortem. Et dans ces cas-là, le après est peut-être un peu plus froid. C'était un meilleur terrain, peut-être plus propice que le à chaud du moment où ça fuse et que c'est terriblement chaud. Voilà, moi ce que je dis aux couples que j'accompagne et que je forme, parce que vous verrez en priorité, c'est que vous serez meilleur sur les post-mortem. Vous serez peut-être pas beaucoup mieux en live dans les vraies disputes, mais après, quand ça a décanté, vous retrouvez plus vite le lien et vous résoudrez plus facilement les choses après. Il y a un potentiel immense dedans. Un potentiel immense pour comprendre ce qui s'est passé chez l'un et chez l'autre, pouvoir aussi désamorcer au niveau émotionnel, retrouver du lien, peut-être trouver une solution s'il y a un problème concret qui a déclenché ces choses-là, et peut-être même aussi trouver un moyen que ça n'arrive plus. Un phénomène que je retrouve chez les couples qui ont des dysfonctionnements récurrents, c'est qu'ils n'ont pas ce mécanisme. Ils ont des disputes, ils ne reviennent pas à froid dessus, en tout cas en ayant la capacité de les résoudre. C'est-à-dire que quand ils reviennent dessus, ça répète pareil. Et donc en fait les problèmes restent et s'accumulent, et avec les années et tout ça, il y en a de plus en plus, on traîne un bagage de plus en plus gros. Et ça pète à un autre moment. Donc ces débriefs, ces post-mortem entre guillemets bien faits, permettront de savoir comment mieux faire la prochaine fois. Il y a quelques mythes ou idées préconçues sur la négociation que je voudrais vraiment dézinguer. En particulier, on a tendance à penser que tout ce que je vais gagner, l'autre va le perdre. Et donc si on pense que tous les problèmes sont comme ça, ou tout ce que je donne à l'autre, je le perds moi, c'est pas beau, on est toujours en train de faire des concessions, ça va nous enfermer dans quelque chose dans lequel on va forcément y perdre en fait. Prenez le cas suivant, deux personnes se battent pour une orange. Solution équitable, on partage l'orange en deux, mais si on écoutait bien les besoins derrière, on se rendrait peut-être compte que un veut du jus d'orange, et l'autre de faire un gâteau avec le zeste. Comprendre, on a un partage beaucoup plus équitable, beaucoup plus pertinent en tout cas, c'est juste qu'il fallait écouter l'intention derrière. Et ça, c'est phénoménal, la différence que ça apporte. Un autre, peut-être, mythe de la résolution de conflit, ça peut être que c'est compliqué, qu'il faut que l'autre pense comme moi. Si vous prenez deux cultes différents, je sais pas, une église, une mosquée, qui partagent le même parking, ils n'ont pas besoin de partager les mêmes croyances pour utiliser le parking. J'ai juste besoin de se dire, voilà, le dimanche 11h, c'est plutôt nous, à telle heure, à telle date, c'est plutôt vous, voilà, on s'arrange. On n'a pas besoin que vous croyiez la même chose que nous, on veut juste que, logistiquement, on ait le parking dispo quand on a un moment de culte, point. Donc c'est pas forcément compliqué, ça peut même être très simple, pour peu qu'on comprenne vraiment les intentions et les besoins de l'autre côté. Du coup, au-delà de tout ce que je vous ai dit jusque-là, tout ce qu'on vous a proposé en termes d'expression et d'écoute, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment ça marche une résolution de problème plutôt gagnant-gagnant? Je dis plutôt parce qu'on n'arrive pas toujours à faire des trucs forcément super. Evelyne dit moins perdant, moins perdant. En tout cas, une tentative de trouver quelque chose qui marche pour tout le monde.
Comment ça se passe? Un des fondements, c'est de dissocier le problème des personnes. Tant que le problème c'est la personne, on peut pas être partenaire, on est en train de se battre, voilà, l'autre est un ennemi. Si maintenant on met le problème au centre, au lieu de se battre, voilà, je tire de mon côté, je tire de mon côté, on met le problème au centre et on se met toi et moi. Voilà, le problème est là-bas, et toi et moi on est partenaires pour résoudre le problème. Ça change la donne, ça n'a rien à voir. Du coup on préserve la relation, voilà, c'est un aspect de notre relation, on a ce truc-là à résoudre, on est conjoints pour autant, on a plein de trucs sur lesquels ça se passe bien, et on a ce truc-là. Maintenant avec nos deux cerveaux, comment on s'y prend? C'est pas la même que d'être en opposition. Un autre point essentiel, c'est de voir au-delà de la position de la personne, au-delà de ce qu'elle demande ou ce qu'elle semble vouloir. Par exemple, j'ai besoin de la voiture mardi soir. Si vous aussi vous avez besoin de la voiture mardi soir, ça semble insoluble. Par contre, si on cherche à comprendre pourquoi, pas pourquoi la cause, mais pourquoi, dans quel but. Je bosse de nuit et je veux vraiment pas avoir à prendre un bus qui va me claquer, c'est beaucoup plus long, enfin bref. Ok, en fait, donc t'as envie de respecter ton énergie. T'es claqué, tu veux pas que ça te coûte plus, et la bagnole, c'est ce qui coûte le moins, donc ça serait le meilleur choix pour toi. Oui, c'est ça. Si on va chercher derrière la position apparente, qu'on comprend le pourquoi, il y a des trucs qui s'ouvrent, il y a de nouvelles possibilités. Ça pourrait être, bah écoute, je vais aller chercher un bagnole à 5h du mat. Moi, ça me dérange pas. Ça, j'aurai le bagnole pour moi, et à 5h du mat, je passe te chercher, comme ça t'as quand même le temps minimisé de trajet. C'est une solution qui peut marcher, mais qu'on n'aurait pas vu si on était resté sur je veux la bagnole et moi aussi. Allez chercher ce qui se passe derrière. Un autre truc qui est fondamental, c'est le mot-clé est. Tant qu'on est dans une situation type opposition, comme ça, je vous faisais tout à l'heure, c'est un ou. Tout ce que j'ai pas, c'est toi qui l'as, tout ce que t'as pas, c'est moi qui l'ai, donc c'est un ou, c'est toi ou moi. Et là, si on met le mot-clé « est », ok, donc tu veux pas aller au boulot ce soir vite, revenir sans trop te claquer, parce que tu seras déjà claqué en fait, revenir simplement. Et moi, j'ai envie d'avoir la bagnole parce que je veux aller faire la fête avec mes potes, c'est ça, mon enjeu. Et c'est un « et », c'est pas un « ou ». Donc si on met tous les enjeux avec des « et », ça paraît être incompatible comme ça, mais ça reste un « et » sur le fond. On a envie d'avoir tout en même temps. Et si vous allez au-delà de la position, vous allez creuser les enjeux derrière, ça marche avec un « et ». Autant que toi j'ai la voiture ce soir et que moi je l'ai aussi, ça peut pas marcher avec un « et », c'est un « ou ». Autant voilà que moi je puisse faire la fête avec mes potes et que toi tu puisses aller bosser en te crevant le minimum, c'est possible mais c'est avec un « et ». On comprend, c'est compatible. Une fois qu'on a mis dans l'espace commun toutes nos intentions et qu'on a mis un « et » entre, alors il peut émerger des solutions créatives qui seraient jamais venues autrement. Ça c'est un des points vraiment cruciaux dans la co-résolution de problèmes. Il faut toute l'information de qualité sur les enjeux de chacun pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et en plus, si on est deux pour le résoudre, c'est encore mieux. On a plus d'idées. Au pire, si jamais vous ne trouvez pas de solution qui soit purement gagnant-gagnant, où tout le monde gagne à fond, une fois que vous avez mis ce processus en place, que tout le monde a été écouté, que vous avez mis toute votre énergie, votre compréhension, votre savoir-faire, votre bienveillance au service de faire le mieux pour tout le monde, alors il est beaucoup plus facile de se dire, écoute, on n'y arrive pas. Je vais peut-être faire une petite concession de mon côté. Tiens, si je relâche ça, est-ce que ça mène des solutions ? Ah, il y a des nouvelles possibilités qui se dessinent, super. En tout cas, c'est infiniment plus facile de faire une concession lorsqu'on s'est donné à fond pour trouver une solution qu'on n'en trouve pas. Je vais faire ça, mais je le donne de bon cœur parce qu'on a tous mis notre pleine énergie pour que ça marche mieux pour nous. C'est pas du tout la même que de se faire imposer un truc. Quand on le décide soi-même de faire une concession, on est ok avec. Des fois, c'est pas simple parce que on n'a pas le temps. Typiquement, voilà, le train va partir dans 1 minute, il faut, voilà, on a 1 minute pour régler les trucs. C'est pas suffisant. Et donc, on va se diriger vers une moins mauvaise solution par rapport au temps disponible. Ou des fois, on n'a pas la possibilité de parler. Pourtant, pour des choses qui nous concernent tous les deux. Par exemple, je sais pas, on avait dit qu'on ira en course ensemble aujourd'hui. Le magasin ferme à midi parce que c'est férié. Il est 11h30. Mon conjoint dort encore. Est-ce que je décide que j'y vais seul ? Est-ce que je décide que je le réveille ? Est-ce que je décide que j'y vais pas ? En tout cas, dans tous les cas, je prendrai une décision qui va pas être super parce que elle n'implique pas une personne qui est concernée. Donc je vais essayer de prendre la décision la moins mauvaise avec les cartes que j'ai. Donc les côtés qui font mal, c'est d'une part, j'ai pas l'information sur l'état d'esprit de la personne, où est-ce qu'elle en est, parce qu'elle est pas accessible. Et deux, il y a un truc douloureux au sens où on avait dit qu'on irait ensemble et je vais le décider seul. Donc ça fait mal aussi. Donc ça, c'est les cas pas beaux. Les cas dans lesquels vous vous retrouvez à décider sans pouvoir impliquer l'autre, sans avoir toute l'information sur les besoins ou envies de l'autre. Et ça invite vraiment, à mon avis, à être le plus transparent possible pour que les informations que vous ayez au sujet de votre conjoint, même quand il n'est pas dispo, soient de qualité. Je voudrais rappeler 2-3 trucs que j'ai dit par le passé. Les choses, à mon avis, à mettre en place en priorité en résolution de conflits, ce ne sont pas des choses de négociation de type résolution de conflits, ce sont d'abord des choses de meilleure expression, plus de transparence et meilleur accueil et écoute des émotions difficiles. Et seulement après, on arrive dans une étape de négociation où on peut travailler ensemble pour résoudre les choses. Mais d'abord, il y a les bases. Et ces bases-là, vraiment, je vous invite à les bosser et les maîtriser vraiment autant que possible, parce que c'est ça. Et ça qui fait qu'après, on peut travailler vraiment ensemble comme deux partenaires sur les problèmes qui nous concernent tous les deux. On n'arrive jamais à cette étape-là, ça part en cacahuète émotionnellement avant. Moi, je crois qu'il y a un potentiel énorme dans les outils qu'on vous propose, en particulier ceux d'aujourd'hui. D'une part, si vous faites ça bien, si vous y arrivez, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes du moment. Ce qui est plutôt sympa, vous allez restaurer la relation, et en plus, vous allez pouvoir régler le problème sous-jacent qui a amené aux différents relationnels. C'est top!
Voilà, vous ne trimballerez pas derrière vous plein de problèmes non résolus. Non, vous trouverez des solutions peut-être pas terribles, mais au moins vous en aurez parlé, vous aurez exploré, il y aura quelque chose. Des fois, on trouve pas des solutions super, mais on se dit, bon, on va essayer ça. Et si ça marche pas, ben, on en reparle. Un écueil dont j'ai oublié de vous parler, par exemple, dans cette vidéo, c'est d'imaginer qu'une proposition de solution qu'on co-crée ensemble soit définitive. Si on se dit, voilà, à partir de maintenant, ça fonctionnera tout comme ça, voilà, il se peut qu'on se rende compte 2 jours plus tard que ça ne marche pas, notre bonne idée. Malgré toute notre bienveillance et ce qu'on a mis en place comme matière grise commune pour résoudre ça, notre idée ne fonctionne pas. Et bien c'est important de pouvoir se dire, revenons à la table des négociations, ça marche pas pour moi ou pour toi, viens, on en reparle, on va faire mieux. Donc voilà, surtout vous dites pas que votre idée, votre solution est définitive, donc vous allez l'appliquer pendant les 10 prochaines années à venir. Non, c'est un essai. Et si ça marche bien, bah on garde. Si ça marche pas, on rediscute. Il y a un côté agilité dans la création de solutions, comme ça, et ça c'est vraiment important. Ça permet de se planter, de pas trouver des solutions phénoménalement bien, mais aussi d'essayer des trucs qui pourraient peut-être marcher, ou peut-être pas. Et j'ai confiance dans le fait que les trucs qui marchent, bah ils vont de fait naturellement rester. Les trucs qui marchent pas, si vous êtes à l'écoute, eh ben ramèneront du conflit, et donc bah il faudra en reparler. Donc vous pourrez raffiner votre solution au fur et à mesure. C'est là où, à mon sens, il y a vraiment des trucs super sympas qui vont s'en dégager. C'est d'une part, vous aurez potentiellement résolu une partie de vos problèmes grâce à ce processus agile où, bah oui, on en parle et on cherche des solutions et on met des choses en place. Mais aussi, vous aurez appris sur comment gérer ça. C'est la double boucle d'apprentissage. La première boucle étant, bah, je résous mes problèmes. La deuxième boucle, c'est j'apprends du processus qui me permet de les résoudre et j'apprends comment faire pour qu'ils n'arrivent plus. Ou on apprend à mieux gérer en aval. Et ça, c'est super. Parce que du coup, vous allez gagner à fond en qualité relationnelle dans le couple. Au fur et à mesure, vous savez que bah on arrive à les traiter, on gère. Et ça, c'est phénoménal comme truc. Là, je vous donne le retour d'expérience de quelqu'un qui vit ça. On s'en sort grandi, on s'en sort encore plus partenaire. On a de moins en moins de difficultés à mettre ce genre de choses en place. On peut grandir ensemble beaucoup plus facilement. Donc c'est super, c'est un peu comme si on avait un accélérateur de couple et que plus ça va, plus on peut avancer aussi vite qu'on veut. Donc je vous souhaite vraiment de vivre ce genre de choses. Voilà, je finis donc sur ce recadrage qui est de voir les conflits comme une opportunité de grandir ensemble dans le couple. À bientôt.